femme d'ombre, femme de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de la vénérable Shi Zhaohui. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode, à nouveau en compagnie de la vénérable Shi Zhaohui, que nous avions présenté la semaine dernière. Pour revenir rapidement sur son parcours, c'est une nonne bouddhiste née au Myanmar en 1957 qui est arrivée à Taïwan en 1965 avec sa famille. Et puis elle a été ordonnée nonne ou bien bhikkhuni renonçante en 1980. Et elle est devenue ensuite une figure publique pour son activisme en faveur des droits des animaux, des droits humains et notamment des droits des femmes aussi, avec son opposition à la règle qui est appelée des 8 respects ou des 8 Guru Dharma, qui place les femmes en situation d'infériorité et de subordination par rapport aux hommes. C'était le sujet de l'émission de la semaine dernière. Et aujourd'hui, pour continuer cet entretien avec elle, je lui ai demandé quel était, à son avis, ce qu'elle a fait qui a eu le plus d'impact, sachant qu'elle a fait énormément de choses au cours de sa vie. Elle a écrit plus d'une 30aine de livres, plus de 70 articles académiques pour dénoncer justement ces règles inégalitaires et justifiées par le bouddhisme en quoi elles ne devraient plus exister. Elle a aussi mené beaucoup d'actions et notamment une qui a fait beaucoup parler en 2001 lors de la cérémonie d'ouverture d'une conférence sur la théorie et pratique des enseignements du vénérable Inshun, organisée par l'Institut bouddhiste Hongshu, dont elle, la vénérable Zhaohui, est la fondatrice. Et à ce moment-là, elle a annoncé publiquement l'abolition de ces 8 règles en déchirant un à un les morceaux de papier sur lesquels chacune des règles était écrite. Et le Dalai Lama, qui était en visite à Taïwan à ce moment-là, était présent et elle l'a directement mise au défi d'abolir ces règles sexistes et de faire avancer le bouddhisme vers plus d'égalité, sachant que l'égalité est l'une des valeurs du bouddhisme puisqu'il dit que toutes les vies ont la même valeur. La vénérable Zhaohui revient sur le contexte de cette action. Dans les mouvements sociaux, on essaie d'avoir le plus grand impact possible avec le moins de ressources. Quand le Dalai Lama est venu, les médias du monde entier avaient les yeux tournés vers sa visite, aussi du fait des relations complexes avec la Chine et de son statut. Il a parlé de la nouvelle éthique, la nouvelle morale bouddhiste au XXIe siècle. Je l'ai interpellé pour lui dire que les 2 grands thèmes éthiques du XXIe siècle sont les droits des femmes et les droits des animaux, des sujets sur lesquels Taïwan est assez avancé. Vous pouvez en parler, mais aussi apprendre de ce que nous faisons ici. Bien sûr, il y a eu des insultes, des gens se sont indignés. C'est devenu instantanément une nouvelle internationale. Mais j'avais lancé le sujet et le Dalai Lama était conscient de la pression sociale. Il n'osait pas me rabouer. Quand quelqu'un a pris le micro pour lui demander en face si c'est vraiment comme ça que les femmes sont traitées, évidemment qu'il a essayé de minimiser la chose, de dire que les femmes sont très bien traitées. Il avait cette conscience sociale, donc c'était possible de mener cette action. Mais alors aujourd'hui, est-ce que ces règles qui positionnent les femmes en situation d'infériorité par rapport aux hommes sont encore appliquées ou respectées ? Il se trouve que c'est plus une habitude installée entre les bhikkhus et les bhikkhunis, donc les moines et les moniales, sachant que les deux trouvent qu'il faut faire comme ça, c'est plutôt une règle implicite appliquée spontanément, plutôt que quelque chose qui soit imposé d'en haut. La plupart des gens n'osent pas s'y opposer frontalement, même s'ils ne sont pas vraiment convaincus de son bien fondé. Mais très peu les rejettent avec des arguments académiques comme moi. Au maximum, ils disent que c'est une autre époque et qu'il ne faudrait pas suivre ces règles, mais sans plus d'arguments.
Les femmes n'ont pas la force intérieure de s'y opposer. Donc face aux bhikkhus, elles laissent passer devant. Elles les gâtent. Ou bien, dans un événement public, elles laissent la parole aux bhikkhus et s'occupent d'autres tâches en retrait. C'est une attitude très commune parmi les bhikkhunis. Quand il y a un incident dans une communauté masculine, les femmes vont se tenir courtoisement à l'écart sans intervenir. Alors que s'il se passe quelque chose dans une communauté féminine, ils sont tout de suite là. Donc c'est le fait que les bhikkhunis se mettent d'elles-mêmes en retrait et se dénigrent qui est problématique, plus que le Vatican qui interdit formellement de nommer une femme cardinale. Le problème est intérieur, avec des femmes qui estiment que si elles ne comprennent pas un texte sacré, c'est qu'elles ne sont pas assez intelligentes et pas que le texte peut être erroné. C'est de l'autoconviction de bêtises. Les discriminations de genre dans le domaine religieux sont plus fortes que dans la société parce que l'autorité est plus forte. Elle vient de Dieu, de Bouddha ou d'Allah. Donc on n'ose pas la questionner. C'est très dangereux. Cette action publique devant le Dalai Lama a eu un écho très grand avec à la fois des voix qui la soutiennent et d'autres qui la critiquent. Mais selon la vénérable Zhao Hui, ce n'est pas ce qui a eu le plus d'impact. Il y a autre chose qu'elle a fait plus récemment qui a suscité des réactions encore plus vives. Mais ce qui a été le plus critiqué, c'est quand il y a eu ce jeune homme. Il a 28 ans cette année. Il est diplômé de l'université Berkeley en Californie et a travaillé dans la finance. Il était manager d'une banque à Los Angeles. Il avait un certain niveau d'éducation et une sensibilité à l'égalité des genres. Il s'est intéressé au bouddhisme et comme il voulait entrer dans les ordres, il est venu à Taïwan étudier le bouddhisme à l'université Fo-Guang. Un jour, peut-être à travers des recommandations Facebook, il a lu un article que j'avais écrit au sujet de l'égalité des genres qui lui a plu. Nous avions un événement qui allait bientôt venir. Il a demandé très poliment s'il pouvait venir y assister et je l'ai accueilli. Il a observé silencieusement et plus tard, il est revenu vers moi en disant avoir visité beaucoup de communautés religieuses, mais que c'était la première fois qu'il sentait réellement cette égalité. Lui-même, qui n'avait pas prononcé ses vœux, se sentait accueilli par les moines et moniales comme un égal, comme un ami, et non pas comme un junior. Il a aussi été touché par ce que je disais au sujet de l'égalité femmes-hommes. Il était venu à Taïwan pour recevoir l'ordination et entrer dans la vie religieuse. Mais une chose qui le retenait était de voir comment les femmes étaient reléguées au second rang, à se sentir toujours derrière les hommes. Même pour manger, les bhikkhus passent devant. Puis c'est au tour des bhikkhunis. Et c'est toujours pareil. Ça le gênait beaucoup et il ne voulait pas intégrer une communauté avec ce mode de fonctionnement. Il s'y trouvait très mal à l'aise. La vénérable Zhao Hui explique que les jeunes hommes qui veulent devenir moines doivent avoir leur candidature approuvée par un groupe de moines, mais ne parle pas de la tonsure. Et donc, le fait que ce soit toujours un homme qui donne la tonsure à un nouveau moine est devenu une règle implicite, mais ce n'est écrit nulle part. Et donc, pour elle, c'était tout à fait possible de défier cette règle. Et en même temps, elle savait que ce ne serait pas facilement accepté par la communauté. Et donc, elle lui a dit qu'elle ne risquait pas grand-chose parce qu'elle avait déjà une certaine position sociale. Mais lui, qui commençait tout juste à entrer dans le monde bouddhiste, devait être prêt à subir tout ce qui allait suivre parce que ça allait être énorme. Alors que s'il voulait demander à un moine plutôt de le tondre, de lui donner la tonsure, eh bien, il ne s'exposerait pas autant. Et donc, elle lui a dit de prendre le temps de vraiment réfléchir à ça. Et puis donc, il est revenu vers elle en disant « Si, c'est quand même avec vous que j'ai envie de rentrer dans les ordres. » Il ne supporterait pas d'entrer dans une congrégation qui soit inégalitaire et il était décidé à entrer dans les ordres avec moi. J'ai répondu « Si tu n'as pas peur des conséquences, alors viens. »
Ça a fait la une de toutes les publications bouddhistes, mais j'étais en paix. Je savais que peu de gens oseraient faire ça. La plupart des bhikkhus et bhikkhunis vivent dans la communauté bouddhiste. Les bhikkhunis peuvent se voir retirer leur statut de religieuse facilement. Parmi les femmes comme moi qui ont déjà une certaine notoriété, qui a envie d'être impliquée dans un scandale comme ça, ce n'est pas agréable de se faire insulter à ce point. La vénérable Zhao savait qu'elle serait la seule probablement à oser le faire, à accepter ce risque d'être mise au banc de la communauté bouddhiste. Et en même temps, elle savait aussi que le risque à Taïwan pour transgresser les règles ou les habitudes est largement moindre que dans d'autres pays où les femmes qui transgressent sont beaucoup plus réprimandées, et notamment par le gouvernement aussi. Ça sort du cadre strictement religieux. C'est le cas en Thaïlande où des nonnes n'étaient pas reconnues comme telles, exclues de la communauté religieuse. Même lorsque le roi est mort et qu'elles ont apporté des offrandes, on leur a dit d'enlever la robe de religieuse, sans quoi elles ne pouvaient pas passer. En Birmanie, les femmes ne peuvent pas recevoir l'ordination complète. Une Birmane est alors allée au Sri Lanka se faire ordonner, mais à son retour, la communauté religieuse était au courant et elle a été jetée en prison. Plus tard, on lui a dit que si elle enlevait sa robe, il la laisserait partir. Elle a quitté la vie religieuse et elle s'est finalement installée à Seattle, aux États-Unis, où elle s'est mariée. Dans les pays qui ne sont pas démocratiques, l'État et la communauté religieuse fonctionnent souvent ensemble. L'État gère l'ordre social à travers la religion et la religion maintient le patriarcat en place avec le soutien de l'État qui est mis au service de la répression des femmes. Taïwan, par contre, est une société démocratique et donc elle risquait moins gros. La vénérable Zhao Hui a donc ordonné ce jeune moine et ça a provoqué donc un rejet très vif à la fois de la part des bhikkhus mais aussi des bhikkhunis qui se sont éloignés d'elle, et elle a été beaucoup insultée sur Facebook. Une association bouddhiste a appelé à l'expulser de la communauté religieuse. Mais pour Zhao Hui, cette association était aussi impliquée dans d'autres scandales et elle n'était qu'une association et elle n'avait pas l'autorité pour lui retirer son statut de bhikkhuni. Je les ai ignorés, de toute façon je ne suis pas sous leur autorité, donc ils ne peuvent dire ce qu'ils veulent. Ma position à l'université ou dans la société n'est pas menacée par leurs critiques. Pour moi, ce n'est que du vent. Il y a une troisième action de la vénérable Zhao Hui qui a été très transgressive, c'était de célébrer un mariage entre deux femmes. Il s'agit de la première cérémonie de mariage bouddhiste entre deux personnes du même sexe au monde. Mais de ceci, nous parlerons la semaine prochaine. Aujourd'hui, pour terminer cet épisode, je vous propose d'écouter la vénérable Zhao Hui comparer le statut des femmes dans les différentes religions du monde. Chacune a ses problèmes. Dans le protestantisme, je trouve qu'il y a le plus d'avancées. L'Église anglicane a même accepté que des femmes deviennent évêques. Mais cela a aussi provoqué une grande division interne. Le catholicisme, on n'en parle pas. Même le pape précédent, qui était un peu plus ouvert, n'a rien osé faire. Il y a trop de pression. Certaines églises sont plus souples, par exemple l'église presbytérienne, où c'est tout à fait normal de nommer une femme pasteur. Tout au plus, il peut y avoir de l'opposition quand certains croyants refusent que leur pasteur soit une femme, mais ça ne vient pas du cadre religieux. De ce côté-là, le christianisme fait mieux. Pour l'islam, c'est terrible. Une société qui autorise un homme à avoir 4 épouses, on peut s'imaginer que les femmes imams ne sont pas prêtes à exister. L'obligation de porter le voile pour les femmes est aussi problématique. On ne peut pas dire qu'elles le font volontairement. Elles ont été soumises au point de croire qu'elles sont autonomes dans ce choix. C'est une forme d'autorestriction sociale de croire que suivre cette règle est un signe de grandeur et de pureté. Celles qui portent juste un voile d'Indonésie ou Malaisie, ça va encore. Mais face à une femme totalement voilée, dont on ne voit à peine les yeux, j'ai de la compassion
Et en même temps, je suis très mal à l'aise de ne pas pouvoir voir ces expressions. Pour le bouddhisme, je ne trouve pas que ce soit si bien que ça. C'est dans les rituels de courtoisie très hiérarchisés que ça coince le plus, selon moi. La différence de genre y est plus marquée que dans d'autres religions. C'est un reflet de la société indienne où la misogynie est encore très ancrée. Et je ne crois pas qu'il suffise de se raser les cheveux pour effacer toute cette culture en un clin d'œil. À Taïwan, l'attention à l'égalité des genres est bien plus présente. La vénérable Zheng Yan est très respectée et même moi, malgré mon côté très rebelle, beaucoup de gens me soutiennent aussi. Pour revenir donc sur les femmes dans le bouddhisme à Taïwan, depuis le vénérable Inshun, qui était le maître de vénérable Zhao Hui, qui a écrit au sujet des femmes dont il n'acceptait pas qu'elles soient si soumises. Il voulait revenir plus près des enseignements de Bouddha, qui disaient que tous les êtres sont égaux, mais sur certains aspects, il n'arrivait quand même pas à sortir de ce cadre. Et donc, il trouvait que parmi tous les groupes, les laïcs, les novices, etc., les bhikkhus, les moines, restaient les guides et les bhikkhunis devaient les suivre. Donc, il était assez critique des inégalités de genre, notamment sur le plan académique. Et c'est la vénérable Zhao Hui qui a approfondi ce travail en étudiant systématiquement chaque sutra pour décortiquer un petit peu toutes ces inégalités. Et comme elle le soulignait tout à l'heure, elle a fondé un institut, l'Institut bouddhiste Hongshu, et elle est soutenue aussi par beaucoup de monde dans la société taïwanaise. Donc il y a aussi des changements qui sont en cours. Et pour elle, ce qui devrait vraiment changer, c'est que les femmes, les bhikkhunis devraient refuser d'accepter aveuglément un peu toutes ces règles de courtoisie qui existent dans la communauté bouddhiste pour continuer à aller vers plus d'égalité. C'est donc tout cela que la vénérable Zhao Hui cherche à soutenir à la fois dans ses enseignements à l'université, dans l'institut qu'elle a fondé et à travers tous les articles et livres qu'elle continue à publier. C'était une émission Femmes d'ombre, Femmes de lumière, réalisée par Florian Dai en compagnie de la vénérable Shi Zhaohui, que nous retrouverons la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci de votre écoute et à bientôt!